Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rempli avec satisfaction mon devoir civique ce jour du 20 décembre 2018 dans le cadre des législatives destinées à renouveler notre Assemblée nationale. La force de nos institutions et la stabilité de notre pays sont des gages de démocratie et un socle favorable à un développement inclusif. A posté sur son compte Twitter le chef de l'État Faure Gnassingbé quelques heures après avoir voté au lycée de Pia. Un scrutin diversement apprécié. Pendant que la coalition des 14 partis politiques de l'opposition parle de moins de 5% du taux de participation, le président de la CENI avance 59,96% sur l'ensemble du territoire. Pour Jean-Pierre Fabre, c'est une nouvelle forme de lutte qui commence. Quels sont les grands enseignements des législatives du 20 décembre? C'est la principale question dans les spécialistes du jour. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Honoré, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Pyramide FM. Toutes vos condoléances, nous avons appris que vous avez perdu votre père. Oui, vraiment, ça a été des moments très difficiles que j'ai passés parce que c'est mon cher papa, c'était ce que j'avais de plus cher au monde. Et vraiment, on s'en est allé. Donc, étant musulman, on confie tout à Dieu et on se dit que c'est ce que Dieu a décidé pour lui. Donc, nous ne ferons que prier dorénavant pour le repos de son âme et que Allah, le très haut, lui accorde le paradis céleste. Beaucoup de courage, surtout en ce moment difficile. Merci. Nous sommes de corps avec vous. J'espère, je rappelle Ibrahim Atchale, le directeur de la publication de Temps Nouveau. J'espère au bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Pyramide FM. J'espère au président du CACIT, collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo. Notre troisième invité, Ildefonse Apaki. Ildefonse, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir tout le monde. Ildefonse Apaki, il est le directeur du site d'information La Gazette du Togo. Notre quatrième invité, Dieudonné Korbakina, nous espérons qu'il va nous retrouver d'ici là. L'émission sera essentiellement consacrée au scrutin du 20 décembre qui s'est déroulé hier. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de tir à balles réel jusqu'à présent enregistré. Nous pouvons rendre grâce à Dieu et féliciter ce peuple togolais. Et je crois, si je dois me référer à certaines choses que mes parents m'avaient racontées avant leur décès, c'est qu'au moment de l'indépendance, il y a eu des votes également aussi déterminants. Et donc je pense que l'histoire, a priori, pas de la même façon, s'est répétée, pour permettre au peuple togolais de montrer sa maturité, de montrer sa détermination. Je disais hier à quelqu'un que nous n'avons plus les politiques seuls comme acteurs au Togo maintenant. Nous avons la population qui se prend en main comme on le demandait depuis. Et pas de la façon dont les politiques l'espèrent toujours, à leur propre manière, en tirant le son de ce que les politiques disent. Et je crois que c'est une bonne chose. Il faut maintenant trouver comment cadrer cette population-là pour qu'on n'aille pas à la dérive. Bon, maintenant, ça c'est le comment je l'ai vécu. Où je l'ai vécu, j'ai sillonné un peu Lomé, jusqu'aux abords dehors de Lomé, pour voir un peu comment les choses... Oui, mais j'ai la possibilité de circuler dans l'exercice de ma fonction de veille sur les violences des droits humains. Donc il fallait s'assurer qu'il n'y a pas de choses. Et nous avons mis comme d'habitude un système de contrôle sur place. Et donc c'est dans ce schéma-là que nous avons fait des déplacements. Je suis même allé jusqu'à Zanguera pour constater comment les choses se passent. Et je crois que je peux dire pour le moment que au moins sur l'aspect violence des droits humains, on n'a rien à déplorer de très grave. On a des blessures, on a des droits qui ont été violés, mais le droit à l'intégrité de la vie, au moins ça a été respecté pour une fois et nous rendons grâce à Dieu. Nous avons été rejoints par Dieudonné Korbakina et Dieudonné, bonsoir. Honoré, bonsoir, bonsoir. Dieudonné, je rappelle, il est le directeur de la publication de Togo Matin. Dieudonné, il semble que votre voix ne porte pas très fort, très haut. Bonsoir. Honoré, bonsoir. Maintenant, c'est bon. On vous attend depuis là, vous avez quitté le Ibrahim Atia, oui, la journée du 20 décembre, c'était une journée que tout le monde imaginait de mille manières. Comment est-ce que finalement vous l'avez passé? Oui, ben, il faut dire que la journée d'hier a été une journée assez particulière.
particulière en ce sens que la journée n'a pas connu beaucoup d'affluence hier. Je vais parler de Lomé bien évidemment, où la circulation, quand on passait dans les rues étaient presque désertes et il n'y avait pas assez de mouvement. Pour ceux qui connaissent Lomé, habituellement, surtout en cette période de fin d'année, il y a beaucoup de mouvements et les activités économiques aussi sont à un niveau d'intensité assez grande. Mais hier, vraiment, Lomé était méconnaissable. Et ceci parce qu'il y a eu des appels à empêcher les élections. Il y a un dispositif sécuritaire qui faisait aussi très peur. Et à tout ceci, à cette psychose entretenue par certaines officines, il y a le communiqué du ministre de la Sécurité qui est venu en rajouter à la psychose et finalement certains compatriotes ont préféré se taire à la maison et n'ont pas voulu sortir de peur d'affronter quoi que ce soit, de peur de subir quoi que ce soit. Voilà comment la journée s'est passée hier. Maintenant, si je vais revenir par rapport au scrutin, on a remarqué aussi que dans les bureaux de vote, dans les centres de vote, bon, il n'y avait pas assez d'affluence, mais par endroit, on sentait quand même qu'il y avait des gens qui étaient déterminés à aller accomplir leur devoir civique. Donc c'est ce qui a fait que dans certains centres, on a vu quelques personnes se présenter pour voter. Voilà ce qui s'est passé. Bon, de l'intérieur, par rapport à un système de collaboration que nous avons avec certains de nos confrères de l'intérieur, des informations aussi ont été remontées à la rédaction où on nous faisait savoir que dans certaines villes, les gens sont sortis, il y a eu de l'affluence, mais ceci ne s'explique pas le fait que certains, dans certaines villes, l'appel au boycott du recensement n'a pas été véritablement suivi. Les gens sont allés se faire recenser et donc, logiquement, ces personnes ont décidé d'aller voter. Voilà ce qui a expliqué l'affluence que nous avons eue dans certaines villes de l'intérieur, notamment Sotobois, Kanté, Nyamtougou, Kara et évidemment Tchamba aussi, où on a senti aussi qu'il y avait certains qui sont sortis pour aller accomplir leur devoir civique. Donc, grosso modo, la journée d'hier a été une journée très exceptionnelle. Il faut dire que ce n'est pas ce qu'on aurait voulu parce que nous avons suivi les législatives de 2007. L'affluence qu'on avait vue, la compétition, l'enthousiasme et vraiment l'ambiance n'était pas vraiment, était aux antipodes de ce que nous avons vu hier. De la même manière, en 2013, c'est que l'ambiance qui a prévalu lors des législatives de 2013, ce n'est pas ce que nous avons remarqué, disons, hier. Et dans toute session, c'est dit seulement que la date du 20 décembre a été respectée. La CEDEAO, je ne sais pas si elle va s'en féliciter, mais ce qui est sûr est que nous tendons vers le renouvellement du Parlement togolais. Ildefonso Gbaki, la journée d'hier, comment est-ce que vous l'avez passée? Vous avez aussi posté, j'ai vu féliciter le peuple. Oui, je dois féliciter ce peuple qui a montré sa maturité, sa détermination. Alors, comment je l'ai vécu? Je l'ai dit haut et fort il y a quelques semaines ici que je ne suis pas allé me faire recenser. Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas voté. Ça, je tiens à le dire clairement. Il faut que ça rentre et ça pénètre les gorges oreilles de tous ceux et celles qui nous écoutent. Mais en tant que patron de presse, comme l'a dit tout à l'heure Ibrahim, j'ai fait un travail de coordination avec mon équipe qui était sur place. Nous avons sillonné un peu partout dans Lomé et nous avons réparti l'équipe en deux groupes. Moi-même j'ai conduit une et puis un autre a conduit une autre équipe. Alors, je crois que le constat est clair pour tout le monde pour ce qui concerne le fait que la ville de Lomé a été déserte. Nous avons à un moment donné, lorsque nous parcourions les grandes artères de Lomé, on avait pensé que les gens étaient déjà dans les centres de vote. Mais nous avons été ahuris lorsque nous avons fait des descentes dans ces centres de vote pour constater que même dans les centres de vote, il n'y avait pas d'affluence. Lorsque nous devons faire aujourd'hui recours à 2007, c'est
c'est-à-dire à la dernière élection législative, ce n'est pas ce qui s'est passé en 2007 qu'on a vu hier. Ce n'est même pas ce que nous avons vu en 2015 que nous avons vu. 13 et 15 que nous avons vu hier. Je crois que les mots aujourd'hui, si je ne vais pas jouer au menteur, sont ceux que des gens ont alignés sur leur profil camouflé, désaveu, fiasco, échec cuisant, du n'importe quoi, grande honte. Je crois que c'est ce que je dis ou dirais. C'est comme ça je peins aussi la journée d'hier. Parce que je n'ai jamais vu, je suis dans la quarantaine, je n'ai même pas encore 45 ans. Mais je ne l'ai jamais vécu au Togo depuis que j'ai commencé par voter. Mais si aujourd'hui, on est parvenu à ce résultat, je dis, tout en saluant le peuple togolais, en lui disant honneur à toi, peuple togolais, gloire à toi, peuple togolais. Merci à toi, peuple togolais, parce que tu as montré ta détermination. Tu as montré que, effectivement, tu dis que ceux qui te régentent sont des gens vomis. Dieudonné, vous avez titré ce matin, dans votre parution de commentaire, enfin, les législatives du 20 décembre, calme, sécurité, sérénité, était au rendez-vous. C'était les trois maîtres mots de notre point de vue de journaliste. Calme. Et on peut le lire, sous les prismes que nous voulons. Est-il quand même qu'il y avait un calme? Un calme parce que il y avait une psychose générale, et la grande peur de certains Togolais était que certains activistes, pour répondre à l'appel justement de ceux qui appelaient à la résistance, sortent et qu'il y ait encore peut-être des blessés et peut-être même des pertes en vie humaine. Mais au final, on peut dire qu'il y avait plus de peur que de mal. Donc c'était calme, tout était calme. Maintenant, c'est un calme qu'on peut lire sous nos divers prismes, subjectifs forcément, en fonction de la chapelle politique à laquelle les uns et les autres appartiennent. Et forcément, donc calme et sérénité. Maintenant, sécurité, parce qu'à une situation particulière, des dispositions particulières, dans la mesure où, je le disais tout à l'heure, il y avait un appel à la résistance de la part justement de ceux qui ont appelé à boycotter ce scrutin, c'est-à-dire quand on appelle à résister, qu'est-ce que ça peut sous-entendre? Donc on peut comprendre d'une part toute cette disposition sécuritaire qui quadrillait toute la ville et qui pouvait faire peur forcément, qui pouvait donner une peur bleue, c'est-à-dire la présence militaire un peu partout en ville pouvait faire peur, mais naturellement quand on n'est pas, il me semble, quand on n'a pas des idées, quand on ne sort pas pour aller semer des troubles, il n'y a pas de raison d'avoir peur du tout d'une présence militaire. Moi, c'est comme cela que je vois la chose. Donc, oui, la sécurité, la grande sécurité était au rendez-vous parce que il me semble que c'est pour répondre justement du côté du gouvernement à cet appel à la résistance et forcément le calme finalement qui a prévalu pour plusieurs raisons. Voilà. Le taux de participation, c'est la grande interrogation depuis hier. La coalition parle de moins de 5% de participation. Ce matin, la CENI, en conférence de presse, à travers son président, a annoncé que sur l'ensemble des territoires, ça fait 59,96%. Oui, alors effectivement,
ça, c'est le chiffre que la CENI annonce. La CENI a beau jeu d'annoncer un taux de participation moyenne ou moins pour défendre une cause et une bonne cause. Enfin, sa cause, c'est tout à fait normal. Des chiffres... Alors, attends. Non, moi, pour la moi, CENI a donné les chiffres permets-moi d'aller jusqu'au bout. Non, juste pour... Je ne suis pas en mesure de centraliser tous les chiffres en ce moment pour pouvoir faire une confrontation. J'aurais aimé, par exemple, avoir les chiffres des observateurs de la CEDEAO, des observateurs de l'Union africaine, etc., etc., dans la mesure où toutes ces organisations ont déployé des observateurs, même du moins des organisations de la société civile qui étaient sur le terrain pour confronter peut-être les choses. Alors, oui, la CENI, je le dis, la CENI est effectivement dans son... Vous voyez la CENI en train d'annoncer un taux de participation de moins de... d'environ 5%. Si c'est le cas, pourquoi pas? Alors, si tu me demandes quelle analyse tu fais de l'affluence, hier, je te dirais simplement que l'affluence d'un quartier à un autre a varié. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que ce qu'on a constaté au quartier B, par exemple, c'est pas ce qu'on a constaté, par exemple, à Agoué, à Soposito, etc. C'est normal. Maintenant, si tu me demandes, est-ce que je suis d'accord avec le taux, le chiffre qu'avance la CENI, je ne peux pas faire la magie pour le moment. Mais je ne vois même pas qui peut faire la magie pour le moment. Il faut être dans le secret des chiffres. Et ça, au moins, nous savons quand même qu'il y avait plusieurs organisations qui ont déployé des observateurs. Donc on peut prenons le temps, prenons notre mal en patience si véritablement nous voulons faire un travail pour confronter ou pour remettre en cause les chiffres de la CENI, de confronter plusieurs chiffres. Pour l'heure, il serait difficile. Ce chiffre est attendu parce que finalement c'est l'enjeu pour beaucoup de Togolais par rapport à ce qui a été dit, les images qui circulent sur les réseaux sociaux, puisque nous ne sommes plus en 90. Mais disons que ce n'était pas l'enjeu. L'enjeu, c'était pour l'opposition qu'il n'y ait pas du tout d'élection et pour le pouvoir qu'il y ait une élection avec une grande participation. Mais avec ce qui s'est passé, avec le comportement du Togolais, l'enjeu est devenu autre. Et donc ce n'est que autour de 14 heures par là que les gens se disaient mais ce serait intéressant de voir ce taux de participation là. Et donc l'enjeu est devenu autre. Et évidemment, j'ai entendu quelqu'un me dire mais pourquoi l'opposition parle maintenant de taux alors qu'il disait qu'il n'y aurait pas d'élection? Voilà, l'enjeu a varié. Cependant, est-ce qu'on peut s'attendre à un résultat de 59%? Moi, je me suis attendu plutôt à ce que la CENI donne un résultat de 61 ou de 65%. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est la CENI qui a organisé. Et la CENI ne voudrait en aucun cas qu'on puisse dire que ça n'a pas marché. Et donc, rien que c'est comme ça qu'on procède, ou bien dans les chiffres qu'on a à sa disposition. Je ne dis pas ce qui doit être, mais je dis c'est ce qui pouvait être. C'est-à-dire que si on était dans un système où on donnait les bons chiffres, je pouvais être rassuré et attendre que la CENI donne les chiffres. Nous avons vu ici, quand par exemple, autour du 19 août, quand l'opposition a fait une marche, la marche où tout le monde a vu que c'était des millions, enfin des milliers de personnes, on a dit que c'était qu'une dizaine de personnes dans certaines villes. Donc, en termes de chiffres, j'étais sûr que la CENI ne pouvait pas donner des chiffres défavorables à son organisation. Donc ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que c'est ça qui doit être? Je pense que c'est aberrant. Rien qu'en voyant comment les choses se sont passées, si on devrait être normalement dans le vrai, je n'annoncerai pas un taux qui va dépasser 40%. Bon, maintenant, qui pouvait, si on veut faire une confrontation, les meilleurs acteurs à nous donner les chiffres auraient été les autres candidats. Parce que normalement, en s'étant porté candidat, on doit pouvoir avoir des représentants dans chaque bureau de vote. Et après le dépouillement, on doit avoir un procès verbal. Et normalement, en ramenant tous les procès verbaux de chaque bureau de vote, on peut avoir des chiffres exacts.
Bon, maintenant, est-ce qu'on ferait confiance à ces chiffres-là dans la mesure où c'est le pouvoir, le parti du pouvoir, qui a été sur pratiquement toute l'étendue du territoire et que les autres sont taxés d'être des accompagnateurs? Évidemment, c'est maintenant à leur tour de prouver s'ils étaient accompagnateurs aussi en réalité ils sont de l'opposition. Et donc c'est à eux de nous donner les vrais chiffres, même pas les observateurs. Les observateurs, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent avoir les bons chiffres parce qu'il faut être dans tous les bureaux de vote pour avoir les vrais chiffres. Oui, souvent, très souvent, ils viennent constater après, ils se reposent. Ils vont venir faire le point après, comme ça se passe actuellement avec la CDAO, les CSA, des consorts. Avec le Togo, que les informations ont commencé. Enfin, il me semble que chaque organisation d'observation a une mission particulière. Il y a des organisations qui s'intéressent un peu au processus un peu en amont. C'est-à-dire, le scrutin même ne les intéresse pas. Et je veux bien qu'on me demande. Il y a des organisations qui s'intéressent au processus un peu en amont, qui viennent confronter, qui viennent voir un peu le travail que la presse fait, comment l'attention, etc., etc. Donc, toutes les organisations d'observation n'ont pas les mêmes agendas, pardonnez-moi. Et donc, c'est un peu ça. Maintenant, ceux qui avaient pour mission justement de suivre les choses, même si ces organisations n'avaient pas des représentants dans tous les bureaux, le minimum, c'est de s'appuyer sur quand même des structures pour pouvoir disposer des chiffres et faire leur travail correctement. Ibrahim, quand on jette un peu un regard sur ce que la CENI a présenté ce matin, à Lomé, on parle du Golfe 1 à 7, 21,07%, à Gonivé 1 à 6, 52,70%. Ça, c'est là où parmi nous ici, on a regardé un peu ce qui s'est passé à Lomé, à Gonivé. Les taux les plus peut-être relevés, c'est vers le Grand Nord. On parle notamment de Tone, c'est 80%, Bendial Ouest 84,91%, Tanjoua 64%, Dufelco 88%, Pina 86%, Kouza 85%, Kassolé 84%, Baza 73%, Tchaoudjo 66%, Djamba 91%, Tchouboua Mo 94%. Voilà un peu. Et compilé, finalement, on se retrouve à 59,96%. Et ordinairement, les dernières élections tournent autour de ces chiffres-là. Oui, ben, il faut dire que par rapport à ces chiffres, il y a deux constats qu'il faut relever. Le premier constat, c'est que le corps électoral est constitué de ceux qui étaient partants pour le processus électoral. Parce que lorsque l'opposition a on a vu quand appelé... même beaucoup de bulletins nuls hier circulés, vous avez vu. Ah oui. Est-ce qu'ils étaient vraiment partants pour aller voter nul? Ah mais ils sont partants. Ce qui est sûr que c'est un suffrage exprimé. Bulletins nuls, ils sont allés, ils ont voté. Ça compte dans le taux de participation. Voilà, parce que si nous nous fions à ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, nous parlons du taux de participation. Il faut ajouter également ceux qui ont fui après. Voilà. Et donc, les gens sont allés voter parce qu'ils s'étaient fait recenser. Si vous ne vous êtes pas fait recenser, vous n'êtes pas concerné par ce processus électoral. Donc, du coup, on peut dire que ce chiffre avancé par la CENI ne doit pas surprendre, puisque les gens étaient déjà dans cette dynamique d'aller à ces élections. C'est pourquoi la majorité, je dis bien la majorité, c'est pourquoi les gens sont allés se faire recenser. Bon, l'autre facteur, c'est que quand vous prenez la ville de Sokodi, par exemple, où on a donné, disons, Tchaoudjo, où on parle de 66%, il faut voir combien se sont inscrits. Si 10 personnes, je parle sur le principe, 10 personnes se sont inscrites et 8 sont allés voter, le pourcentage doit avoisiner les 75. Vous comprenez? Donc il faut aussi intégrer cela dans l'analyse des chiffres que les gens ont avancés. Donc moi ça ne me surprend pas parce que c'est un processus électoral qui est bien connu. C'est ceux qui étaient partants, ils sont allés se faire établir des cartes et ils attendaient le bon moment pour aller voter. Mais seulement la psychose et le communiqué du ministre qui est venu aussi corser les choses a fait que, bon, à un moment donné, les gens ont eu plus peur de sortir. Mais dans la mi-journée, déjà à partir de 14 h, on faisait savoir aux gens que les restrictions en matière de mobilité et de déplacement sont levées. Donc c'est en ce moment qu'on a vu des gens sortir par moment dans certaines villes
selon les informations qui me sont remontées. Et le dispositif sécuritaire aussi, il faut le préciser, ça concernait certaines villes du Togo, notamment Lomé, Sokodé, Bafulo et Mango, où il y avait des craintes par rapport à un débordement, par rapport à des velléités d'empêcher par tous les moyens, comme ce fut le cas, comme les responsables de certaines officines ou bien de certains partis politiques l'ont dit, il fallait empêcher par tous les moyens, il fallait s'organiser. On a demandé au groupe bien organisé de tout faire pour empêcher ces élections. Et donc, il y avait des craintes dans des villes étiquetées comme étant favorables à la C14. Il n'avait pas fait de précision dans ces termes-là. Non, c'est l'agent ministre. C'est toi l'agent ministre. Non. Je disais, il y a eu des appels à empêcher le scrutin. Et dans certaines villes étiquetées comme étant des fiefs de l'opposition, des craintes étaient encore plus élevées. Je prends la ville de Sokodé par exemple. Je revenais de Sokodé il n'y a pas longtemps. Il y avait des craintes avant même ces élections. Les gens, il y en a qui ont pris sur eux la décision de quitter la ville. Vous comprenez? Et il y avait des gens qui ont refusé même, les gens même qui ont refusé de sortir. Les gens ont refusé de sortir. Les gens ont refusé même de quitter la maison. Les gens avaient peur parce qu'il y avait un précédent, c'est ce que je répète. Parce qu'il y avait eu des bastonnades en ville, il y avait tout ça là. Même ceux qui étaient prêts à aller voter avaient aussi peur. C'est parce qu'il y a eu vers 14 h des informations comme quoi que la restriction de déplacement et autres là a été levée, qu'on a senti que les gens étaient un peu dégourdis. Et il y a eu un peu de mouvement. C'est ce qu'on m'a rapporté, c'est ce que mes confrères avec qui je travaille en collaboration depuis Sokodé m'ont rapporté. Et c'est ce que je rapporte. Et j'ai fait foi à ce qu'ils m'ont dit. Moi, je doute fort. Et je contredis Ibrahim. C'est votre droit le plus absolu. Je le dis parce que au moment même où on a demandé à la population de Sokodé d'aller se faire recenser, nous tous, nous avons vu les images qui ont circulé sur les réseaux où la ville était déserte. Je rappelle que lorsque nous prenons le Togo, il y a pratiquement la ville de Sokodé qui a obéi au mot d'ordre lancé par Tchadam Tipi à l'époque en leur demandant ne sortez pas pour vous faire recenser. Donc ce qui veut dire qu'il n'y aura pas assez d'électeurs. La deuxième raison, c'est que on a encore assiégé la ville. C'est-à-dire que à un moment donné, on avait dit non, les militaires se sont retirés, patati patata. Le communiqué du ministre dont il fait allusion a encore fait corser. Bien sûr. Et ça a provoqué quoi? Ça a provoqué la fuite. Les gens ont beaucoup fui à Sokodé, à Paratao et autres, qu'à Lomé. Et donc si on me dit aujourd'hui que le résultat qu'on nous donne de Sokodé là, c'est un résultat réel. C'est le taux de participation. Non, je ne refuse pas que tout n'était pas clair. Allez le faire. Et après, on s'est rendu compte que ça n'allait toujours pas. On a demandé aux gens, résister. J'ai écouté le père Afognon la dernière fois, quand au terme de la messe qui a lancé le programme du mouvement Espérance pour le Togo, disait que c'est la première étape de leur résistance. Cela ne veut pas dire qu'ils veulent tirer. Cela ne veut pas dire qu'ils veulent organiser des violences. Mais ce que j'ai pu remarquer qui me fait froid dans le dos, c'est que au moment même où on demandait aux gens de résister et qu'il y a eu des manifestations où des manifestants étaient à main nue, on a vu des gens qui ont tiré à balles réelles sur d'autres. On n'en parle pas. On se focalise juste sur la résistance. Je suis peiné qu'on n'en parle pas, qu'on ne nous dise pas aujourd'hui que des gens qui normalement ne devaient pas agir de la sorte dans un état où on se dit on est en démocratie, qui sortent, qui sèment du bordel, excusez-moi, et on ne leur dit rien jusqu'à maintenant. On dit juste résistance et puis tout le monde dit oui, on voulait faire ceci, on voulait faire cela. Même dans la Bible, dans un premier temps, on a fauté en convoquant un corps électoral virtuel qu'on a rattrapé encore. Et au moment où on rattrapait le corps électoral, on demandait aux gens d'aller au contentieux. C'est aujourd'hui on nous donne
le nombre d'électeurs. 1. 2. J'ai été ahuri Oui. hier. J'ai été ahuri hier lorsque je me suis rendu au centre de vote à Diomaye, où j'ai vu des gens qui n'avaient pas leur nom sur la liste électorale, mais qui ont voté. Comment? Mais vous me dites comment? Vous n'avez pas entendu d'ailleurs la correspondante de RFI en parler? Des gens qui n'avaient pas leur nom sur la liste électorale, qui ont voté. Des gens à qui on a permis de voter avec leur carte d'identité parce qu'ils n'avaient pas leur nom sur la liste électorale. Il y a ces incongruités. Et puis, mais on a vu encore dans d'autres centres le nombre de votants qui dépassait le nombre d'inscrits. Vous n'avez pas vu ça, vous? Circulez et vous verrez. J'ai donné Korolakina. Quels sont les grands enseignements qu'on peut tirer du scrutin d'hier, en attendant bien sûr les résultats? Non, mais c'est une grande question, parce qu'on ne peut pas parler d'enseignement sans parler, sans faire un retour sur tout ce qui nous a amené à cette situation, toute la situation qui nous a conduit à ces élections entre guillemets particulières. Avouons-le, parce que tout était parti d'un 19 août 2017 pour être précis. Et alors, chemin faisant, mais on est bien d'accord que les événements du 19 août se justifiaient sérieusement par le fait que il y avait un déficit de réforme. D'accord? Parce que il y avait une question de réforme qu'on rejetait toujours au lendemain, alors que le sage nous enseigne que qui rejette à 2 mètres au malheur en chemin. Et il nous semble que c'est comme cela qu'on peut expliquer les événements du 19 août. Mais maintenant, quand vous me posez la question, Les grands enseignements qu'on peut les tirer. C'est enseignements, pas la première fois. légalement, il y a eu élection. Légalement, on ne peut pas les contester. Mais légitimement, il y a des interrogations parce qu'on aurait peut-être voulu, mais il y a des attentes forcément, nous tous Togolais, qu'on le veuille ou non, on aurait voulu que ces élections répondent à certaines attentes. Voilà, donc c'est des élections qui laissent quelques suspens, mais légalement, qu'est-ce qu'on peut contester légalement? Il n'y a aucun problème. Et maintenant, légitimement, comme l'a dit le ministre Dohara, le- quel que soit le taux de participation, maintenant, c'est fini. légitimement, oui. Et quand tu poses la question d'enseignement, mais est-ce que la prochaine Assemblée nationale réussira à faire des réformes qui répondent aux vraies attentes, aux vraies aspirations des Togolais? Une autre grande question. Je dis, on est bien d'accord que le 19 août, il y a eu ces événements parce que, en amont, en tout cas bien avant le 19 août, il y avait l'épineuse question des réformes. On ne trouvait jamais de solution. Il y a eu plusieurs accords qui ont connu des fortunes diverses, etc., etc. On est arrivé aux événements du 19 août. D'ailleurs, et dans les propos de certains, alors il fallait chercher le pouvoir, pas une voie insurrectionnelle, il faut aussi l'avouer. Et de fil à aiguille, on est arrivé à ces élections législatives. Mais non, c'est clair, il y aura un renouvellement à l'Assemblée nationale. Et cette Assemblée nationale va pouvoir, alors si le parti au pouvoir ou si un des partis en lice obtenir les 4/5e, donc ce parti va pouvoir opérer les réformes suivant son agenda. Et il faut attendre peut-être justement que effectivement d'autres partis viennent ou d'autres élections législatives pour espérer peut-être voir d'autres couleurs de réforme. Voilà. Espérons, certains estiment que par rapport à ce qui s'est passé hier, en l'absence de C14 qui a décidé de boycotter, finalement, c'est le renouvellement de la classe politique qui s'annonce. Renouveler avec qui? J'aurais bien aimé plutôt répondre à la question précédente. Oui, les grands enseignements. Les grands enseignements. Allez-y. Parce que pour moi, le plus grand enseignement que je tire, c'est que les politiques togolais ont tous eu un échec, aussi bien du pouvoir que de l'opposition. La C14 a clairement dit que nous ferons tout pour empêcher. On n'a pas pu empêcher.
les élections se sont passées, c'est un échec. N'ayons pas peur de dire les choses. Le pouvoir a voulu faire une élection en espérant que les gens vont sortir. Les gens ne sont pas sortis. C'est un échec. C'est une grande honte. N'ayons pas peur de le dire. Comment on peut faire une élection législative avec ce taux-là et qu'on... On parle de ces 40,87. Non. Je parle de ce qu'on a constaté, pas de ce qui est annoncé. Et qu'on se force à maquiller pour que ça paraisse correct. Il y a un problème. Il y a un problème. Pire encore, même si c'est 59, voyez le taux de bulletin nul. Ça montre qu'il y a un problème. Et donc ce problème-là, c'est que les politiques ont été rejetés. Les législatives servent à confirmer les politiques dans le rôle de législateur. Donc la population togolaise semble dire nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui nous ont été présentés aux législatives. Donc il y a eu beaucoup de bulletins nuls. Ce n'était pas des abstentions, c'était des bulletins nuls. C'est un problème. Et on ne va pas me dire que tout ce monde-là ne connaisse pas comment voter. Ils savent comment voter, ils l'ont fait exprès. Et donc c'est un rejet de toute la classe politique qui ne semble pas être assez mature pour trouver des solutions idoines à notre problème. Deuxième enseignement, c'est que le Togo ne veut pas forcément être bon élève sur la place internationale. Parce qu'il y a des normes internationales pour faire les choses. Et quand vous demandez à ce qu'il y ait une facilitation extérieure, et que vous vous amusez à ne pas suivre pas les recommandations de la facilitation, c'est un problème. On a dit les réformes avant, surtout constitutionnelles, on a dit le renouvellement de la Cour constitutionnelle avant les élections. Où est-ce que ça a été fait? On a dit que les élections doivent être inclusives. Où est-ce que ça a été fait? Je parle du Togo, moi je ne parle pas du pouvoir forcément ou de quelqu'un. Je trouve que le Togo est un mauvais élève et sur le plan technique, si on doit classer le Togo à l'étape actuelle, le Togo est un état voyou. Parce qu'on n'a pas fait. C'est comme ça, c'est la terminologie utilisée. Quand vous ne respectez pas les conventions, je ne dis pas qu'il y a des voyous qui dirigent, je dis l'état togolais est un état voyou parce qu'on ne respecte pas les conventions. Troisième enseignement, la population togolaise a montré. Moi, c'est vrai que tout à l'heure, Dieudonné a dit, selon sa chapelle, on dira si c'est calme ou c'est pas calme. Et il a voulu assimiler, et beaucoup de personnes assimilent le fait de n'avoir pas voté à la peur. Je ne crois pas que ce soit forcément la peur. Le taux de bulletin nul me fait croire qu'au-delà de la peur qui était certaine, il y avait une volonté de montrer son rejet des élections. Les gens votaient par contrainte? Comment? Pas par contrainte. Les gens n'ont pas voulu voter, point. Mais pourquoi aller Et même ceux qui ont voulu voter, c'est dans ce groupe-là qu'on peut trouver finalement ceux qui ont eu peur. Mais il y a une chose que je veux corriger dans ce que Dieudonné a dit, que la sécurité était là. C'était pas la sécurité. C'était quoi? C'était la militarisation du pays. Moi, je suis allé au niveau du collège Saint-Joseph pour voir comment les choses se présentaient. J'ai vu des bérets verts. Et normalement, les bérets verts, c'est je pense, la garde présidentielle. Et c'est eux qui étaient devant le collège Saint-Joseph. Là, ce n'est plus la sécurité. C'est la trop haute sécurité. Et il n'y avait aucun parmi ces gens-là qui avait un bâton en main. Ils avaient des armes à la main. Et c'est vrai qu'ils ne gênaient personne dans le passage. Mais psychologiquement, c'était impressionnant. Il fallait faire le tour pour voir un peu les dispositifs. Tous ceux qui étaient pratiquement lomés, je n'ai vu aucun, ceux que moi j'ai vus, je n'ai vu aucun avec un bâton, je les ai vus tous avec des armes. Et ça, ce n'est pas de la sécurité. C'est un militant des droits de l'homme qui parle et ça se justifie. Ah, c'est normal. Parce que en termes des droits de l'homme, ça peut être une violation. C'est une violation des droits de l'homme. Exactement. Mais je dis à situation particulière, mesure de sécurité. Est-ce qu'il y avait la guerre? Alors non. Moi, je ne peux pas la justifier. Calmons-nous, alors, tout à l'heure, quand Ildefonse parlait justement, parce que vous savez, on a pris l'habitude aussi de détourner, de dévoyer les terminologies. On a pris l'habitude de dévoyer et de détourner les terminologies. On a même pris l'habitude parfois de nous focaliser sur des terminologies, le sens des mots. Mais c'est en ça, mais quand vous dites résistance, mais dans d'autres esprits, ça peut avoir d'autres résonances. Est-ce que vous avez cherché à savoir? Ça peut avoir d'autres résonances. Vous laissez maintenant. Bon,
Là, c'est Spiro qui reprend la parole. Donc, ça fait déjà 3 enseignements. Le 4e enseignement que je tire, c'est que j'ai l'impression que le pouvoir togolais préfère la légalité à la légitimité. Or, si vous voulez asseoir la primauté du droit dans le pays, la légitimité va toujours, la légalité va toujours avec la légitimité. Un pouvoir légal mais non légitime ne peut pas conduire le pays parce que les gens sont repoussés par ce pouvoir-là. Et dire simplement que quel que soit le taux qui sera allé voter... Ce qui est dit en avance. Oui, c'est un problème fondamental. Et surtout que, par exemple, il y a des villes, des bureaux de vote qui ont été saccagés, et ça on n'en a pas encore parlé, des bureaux de vote qui ont été saccagés, réduisant fortement le nombre de votants pour certains candidats. Et ça voudrait dire que dans ces zones-là, si on ne remet pas en cause, ce n'est pas le vrai candidat élu qui, par la minorité qui a voté ou la majorité qui a voté, peu importe, qui va être le représentant au niveau de l'Assemblée. Mais ça, où on va considérer au niveau de la Cour constitutionnelle. Laquelle? Celle qui n'a pas été changée. Et voilà autant de problèmes. Donc ça fait plusieurs enseignements. Comme tu es pressé de reprendre la parole, je regarde que les 4 enseignements... Peut-être que vous aurez la chance pour conclure l'émission avec les derniers enseignements. Il y en a aussi qui ont 2 enseignements ajoutés. Je vois Idéfonse qui est d'attaque. Oui, mais au fait, moi, parler d'enseignement, je ne sais pas ce que je dirais par rapport au fait qu'on nous a habitués aux mensonges et aux résultats fictifs. Je suis d'accord avec Spiro sur toute la ligne, sur tout ce qu'il vient de dire. Mais je suis ahuri lorsque j'entends une autorité dire, je cite, il faut savoir qu'il y ait 5% de taux de participation, 10%, 50%, 60% ou plus. C'est la même validité du point de vue juridique. Le ministre Gilbert Bawara. Je cite le ministre Bawara et point. Et je me dis, où est-ce que nous mettons l'expression populaire? Parce que lorsqu'il parle de légalité et de légitimité, je préfère avoir une légitimité, moi, et non une légitimation. Parce que, mais attendez, même le couteau sur ma gorge, je dirais que ce qui s'est passé hier, sur toute l'étendue du territoire national, ne donne pas une légitimité à ceux qui seront élus dans cette assemblée-là. Mais tu vois, c'est le renouvellement de la classe politique, comme le ministre Bawara l'a dit, serait acté. C'est le ministre Bawara qui parle. Et je vous ai toujours dit, avec beaucoup plus de respect, je ne sais pas s'il s'écoute des fois. Excusez-moi de le dire comme ça. Parce que dans son speech, je ne retiens rien comme leçon. Excusez-moi de le dire comme ça. Voilà, Ibrahim maintenant va nous apporter ses enseignements. Non, mais il faut, par rapport aux enseignements, il faut être clair. C'est que cette législative ne contribue pas à la résolution de la crise togolaise. Ça, il faut le dire. Les Togolais ont prouvé et ont démontré hier que leur affaire, ce n'était pas législative. Ce n'était pas les élections. Leur préoccupation est ailleurs. C'est une question de développement, c'est une question de bonne gouvernance et c'est une question de réforme. C'est ce que les Togolais voulaient. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, les législatives, c'est pour le renouvellement des institutions et c'est ce qui s'est passé. Donc, le Togo a tenu à bonne date ces élections parce que c'est ce que la CEDEAO aussi a recommandé. Et sur ce plan, nous pouvons dire que voilà, ce défi a été relevé par le gouvernement en respectant le 20 décembre. Mais la crise togolaise, puisque nous parlons de la situation des Togolais, il faut dire que ces élections, à proprement parler, ne contribuent à rien dans la résolution de la crise togolaise. Le deuxième enseignement, c'est que nous comprenons aussi, par rapport à tout ce qui s'est passé, que la gestion de la sécurité doit se faire aussi avec du tact maintenant, avec un peu de management, avec un peu de, je vais dire, de subtilité. On parviendrait quand même à amener les Togolais, non pas à avoir peur des militaires ou bien des agents des forces de l'ordre, mais à aller dans une démarche de compréhension, d'entente, pour ensemble savoir que
les défis sécuritaires incombent à tous les Togolais. Pas forcément les forces de l'ordre doivent tenir des armes et passer dans la ville, parader. Il y en a même qui exhibent fièrement les armes. Et ça, là, ça participe à une psychose et ce n'est pas bien. Il faudrait revoir la façon dont la sécurité est managée dans le pays. Voilà, c'est l'aspect là que je veux ressortir. Excusez-moi, sur le plan sécuritaire, je trouve que si nous étions dans un pays normal, dans un état normal, les scènes auxquelles nous assistons lorsqu'on fait sortir les militaires, j'aurais bien qu'on fasse sortir les militaires quand il y a des coups de feu qui tonnent au grand marché, quand on nous parle de braqueurs. Pourquoi on ne les voit pas là-bas? Et que peut-être que le temps d'arriver, les braqueurs partent. Aujourd'hui, le temps d'arriver, les braqueurs partent. Demain, le temps d'arriver, les braqueurs partent. Et maintenant, on fait sortir les armes. Et sans sommation, on tire même sur des populations à main nue. Soyons sérieux. Spiro, vous avez encore des enseignements? Oui. Le grand enseignement, c'est que je crois que la population togolaise a compris aujourd'hui qu'il y a plusieurs façons de manifester son approbation ou le contraire. Et je pense que les leaders politiques, que ce soit renouvelés ou non renouvelés, selon ce que vous voulez avancer, ils comprennent qu'il faut faire les choses autrement. Parce que je l'ai répété, je l'ai déjà dit une fois, je répète, lorsque vous laissez à la population le soin de se chercher des solutions, les solutions échappent à tout le monde. Et aujourd'hui, on a eu la chance que les populations sont allées rester à la maison. Et que l'on veuille ou pas, il faut alors féliciter 2 ou 3 interventions que le père Afonio a bien fait pour dire plus clairement que ce que le mouvement Espérance appelle résistance, c'est d'abord par la prière et ensuite par le refus d'aller voter. Ça a fait que beaucoup l'ont écouté parce que c'est passé plusieurs fois sur Radio Maria, qui est sur toute l'étendue du territoire, et beaucoup ont compris et on se sont dit il faut rester à la maison. Si on ne l'avait pas expliqué, que les gens avaient pris mot pour mot ce que l'opposition avait eu à dire, qu'il faut empêcher coûte que coûte les élections, je pense qu'aujourd'hui, on serait plutôt en train de compter les décès. Donc, notre enseignement, c'est ce que nous disons à l'opinion publique. Et il faut qu'aujourd'hui, les leaders comprennent que quand un mot sort de la bouche, c'est très difficile de rattraper ce mot-là. Et il ne faut pas pousser les gens au bout par nos comportements, aussi bien le pouvoir que l'opposition. À un moment donné, il faut pouvoir réfléchir pour trouver une solution à cette crise-là. Et cette solution, ça passe par le dialogue. Je le répéterai toujours, il faut que le chef de l'État prenne ses responsabilités pour introduire un vrai dialogue pour régler la crise togolaise. Merci beaucoup, Spiro. Chacun en 30 secondes. Pour finir, on a vu depuis hier, pour beaucoup, le gros perdant, c'est la C14. Ibrahim Atta. Non, mais il faut dire qu'il y aura le renouvellement de notre Parlement et la C14, malheureusement, les membres de la C14 ne seront pas. Et c'est vraiment une perte pour le pays parce qu'on aurait voulu que ces messieurs de la C14 aussi soient là pour susciter les débats au niveau du Parlement et amener le Togo quand même à faire avancer la démocratie. Bon, l'autre aspect, c'est que c'est un appel que moi je lance. Et il faudrait très brièvement. Oui. Il faudrait que unir, s'il advenait que unir s'en sortait avec une majorité confortable au Parlement, et que ce parti fasse tout pour qu'il y ait des avancées démocratiques, que des régressions. J'ai peur du spectacle de 2002, donc je ne voudrais pas qu'on aille vers des situations encore plus compliquées de nos situations. Il faut qu'il y ait avancée démocratique que régression démocratique. Il défonce à quoi qui? Non, j'ai fini par comprendre, et c'est clair pour tout le monde, que les dirigeants togolais sont impopulaires à la suite des législatives du 20 décembre. Ils sont impopulaires parce que les résultats sont là. Même si on essaie de falsifier, tout le monde sait ce qui s'est passé le 20. Aujourd'hui, nous sommes en 2018, vous l'avez si bien dit, 2018 est différent de 2007, de 2013 et de 2015. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Se passe comme si on était encore en 1958. Depuis 1958, les élections étaient toujours une équation à plusieurs inconnus. Quand vous interrogez les documents de l'histoire, c'est là. Malheureusement ou heureusement.
Maintenant, quand Ça veut tu dire que dis... 60 ans après, le Togo est toujours comme ça. Quand tu... Voilà. Donc, maintenant, quand tu dis... la C14 groupe perdant, je ne... C'est pas moi qui le dis, hein. Ça a été écrit même dans plusieurs pages. Alors, la coalition a choisi. Après tout, la vie est un choix. Et il va Et assumer. il était clair que en marquant ce choix, eh bien, on arriverait à ce résultat. Il faut confirmer là. Espère au profit. Non, je ne dirais pas la même chose. Les partis de la C14 ne sont pas au Parlement, mais demeurent des partis de l'opposition. Et ils auront toujours la possibilité de se faire connaître, de se manifester, mais ils seront plus simplement une opposition parlementaire selon les résultats de ces élections législatives. Donc elles sont toujours là, maintenant en parti ou en coalition. Peut-être que les gens vont fusionner, peut-être que les gens vont se séparer, etc. Mais dans tous les cas, ils vont exister en tant que parti politique. Merci beaucoup, d'ailleurs, il faut le rappeler. PNP n'est pas au Parlement, mais fait ce que nous sommes. Voilà, c'est le foot. Donc l'essentiel, c'est de tout faire pour que finalement les réformes soient effectives, que les Togolais puissent parler le même langage. Espérons, il est le président du CACI, notre invité. Il était avec Ibrahim Acha, Dieudonné Korlakina et Ildefonse Akpaki. L'émission a été mise en onde par Romanique Freitas. Bon week-end chez vous, on se retrouve lundi à partir de 16h. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.